Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la guerre. La guerre, ouais. Parce que pour comprendre ce qui va arriver, pour aller de l'avant, il faut, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker parce que moi, je suis persuadé que tu es quelqu'un de sympa, tu as envie de m'aider et que je suis poli. Voilà. Alors la question, est-ce que la prochaine guerre mondiale est évitable? Eh bien, dans cet épisode, je propose qu'on se penche ensemble sur le passé, pour se projeter dans le futur. Parce que comprendre et analyser le passé, ça permet d'anticiper le futur et de mieux se protéger. Si tu veux savoir où aller, regarde derrière toi. Si tu veux savoir où aller, regarde derrière toi. On appelle ça un paradoxe logique. D'ailleurs, c'est un point intéressant parce que dans le judaïsme, on met un accent particulier sur ce point-là. En fait, on passe notre temps à étudier notre histoire. Et le point que je mets en avant ici, c'est qu'au travers de l'histoire, les technologies, les sciences, les découvertes évoluent sans cesse. La seule chose qui ne change pas, ce sont les traits de caractère des hommes. Alors, la prochaine guerre mondiale est-elle inévitable? On va voir ça par le biais de la révolution industrielle, par le prisme de la révolution industrielle. Et notamment, est-ce que la révolution industrielle est une machine de destruction massive ou un puissant moteur de croissance? Le spoiler ici, c'est que tu as intérêt de bouger. Étant donné que cette chaîne est toute neuve et ne croule sous aucun abonné, ou très peu, et je remercie les courageux au passage, qu'elle n'a aucun business model, ni présent ni futur, j'ai décidé du haut de mon siège IKEA de travailler sur des sujets complexes, peu ou mal abordés, et surtout d'y apporter mon expérience et ma touche personnelle. Donc en étant factuel, en partageant mon expérience et avec un peu d'intuition. La dernière fois, on avait parlé de l'exploitation de la mort, et c'est un sujet qui sera traité, comme je vous l'avais annoncé, en deux parties. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau. La révolution industrielle. Toute cette série de podcasts va avoir comme point commun la révolution industrielle. Parce qu'elle nous impacte tous. Sachez-le, quand vous entendez le mot révolution industrielle, sachez qu'il y a des têtes qui tombent. Et on va commencer par traiter le sujet de haut avec une vision un peu satellite, en fait, et puis on zoomera dans les prochains épisodes sur des sujets en particulier qui seront traités de façon distincte. Notamment la disruption économique, avec ce qu'on appelle la DeFi aujourd'hui, la finance décentralisée, et comment anticiper et gérer ton avenir pour les 5-10 prochaines années, donc plutôt du moyen court et moyen terme. Sache-le, il n'est pas trop tard, tu n'as pas loupé le train en marche, il faut juste pas tarder. L'intelligence artificielle et la robotisation. Concrètement, est-ce que c'est la fin du salariat ou la fin du travail? Le rôle des femmes dans la société, et là je vous le dis tout de suite, je ne vais pas me faire que des amis, IES. Les comportements sociaux, c'est-à-dire la relation qu'on a nous vis-à-vis de nos parents, mais celle qu'on a aussi vis-à-vis de nos enfants. Le rôle de l'homme, le rôle de la femme, notre relation à la famille, au cercle élargi, collègues de travail, ainsi de suite, aux autres, à nos interactions entre êtres humains. Et puis, il y a un podcast qui me tient à cœur, quel que soit votre âge, mais plutôt pour les plus jeunes, les compétences individuelles à développer sur le court et moyen terme. Alors, en ce qui me concerne, il y a eu 5 révolutions industrielles. Certains sont d'accord, d'autres non. Par exemple, puisqu'on va aborder plus tard le sujet de l'IA, donc l'intelligence artificielle, j'ai demandé à ce compte de GPT ce qu'il en pensait. Je suis poli. En fait, bien sûr, il n'est évidemment pas d'accord avec moi. Sa réponse, c'est 3. Moi, j'argumente, je lui dis que non, il y en a 5. Et en 3 prompts, vraiment 3 prompts, ok, il est d'accord, il est tombé d'accord avec moi. Ce que je veux dire par là, ce qui compte, c'est d'avancer et de ne pas stagner dans le cadre scolaire ou universitaire, mais d'apprendre pour comprendre et appliquer. Je répète, apprendre, comprendre et appliquer, dans cet ordre. Parce que tout l'enseignement que vous avez eu jusqu'à présent, il se base sur la compréhension, l'apprentissage, un contrôle des connaissances et parfois, très rarement, l'application. Bon, alors déjà, à quoi correspond une révolution industrielle? De quoi on parle exactement? Une révolution industrielle, je vais vous donner des exemples très concrets, c'est un changement majeur du système économique. En anglais, on appelle ça une disruption. Toutes les startups de la Silicon Valley, toutes les startups de manière générale, cherchent à disrupter leur segment de marché. Je vais vous donner quelques exemples. Prenez Deliveroo. Ils ont disrupté les restaurants. Pourquoi? Parce que les restaurants de quartier, les restaurants, en fait, sont en fait aujourd'hui dépendants d'une application qui est en Californie. Booking a disrupté l'industrie hôtelière. Et là encore, les hôtels sont dépendants de la plateforme pour avoir des réservations, donc des clients, donc survivre.
Et au passage, les agences de voyage ont disparu. Et eux-mêmes se sont fait disrupter par Airbnb. Donc la règle, vous avez compris, une révolution industrielle casse un modèle économique pour en proposer un alternatif qu'on va s'approprier pour le contrôler et en avoir le monopole. Ok ? Le truc, c'est que quand il y a une révolution industrielle, les pays, les peuples, les gens, comme vous et moi, et en fait, leurs moyens de subsistance changent. Et ce changement influe sur votre psychologie, votre comportement, votre environnement immédiat, votre vision du monde, et ce que vous allez transmettre à vos enfants. Et quand je parle de moyens de subsistance, je parle d'argent. Et si vous contrôlez l'argent des gens, vous contrôlez leur esprit. Si vous contrôlez l'argent des gens, vous contrôlez leur esprit. Il y a des idéologies qui se sont construites sur cette base et qui ont prospéré. Et c'est très simple, c'est extrêmement efficace et c'est une sorte de mise sous contrôle des populations. Et ça, c'est d'actualité. Donc, révolution industrielle, en ce qui me concerne, il y en a eu 5 et elles s'articulent de cette façon-là. La première, la maîtrise de l'énergie. Le feu. Le feu. Le feu qui a permis aux premiers Homo sapiens de se chauffer, de se protéger des animaux sauvages, de cuire leurs aliments et de fabriquer des armes. Des armes efficaces, de plus en plus efficaces même. C'est ainsi que, grâce à la première révolution industrielle, la maîtrise de l'énergie, on a assisté à la naissance de la plus vieille, de la plus grande, de la plus prospère industrie jamais créée. Une industrie qui n'a jamais faibli au travers de l'histoire, qui n'a jamais ralenti, quelle que soit la période de l'histoire, le pays, le continent. Cette industrie, vous avez compris, c'est la guerre. La guerre sert au développement économique du monde. Et c'est toujours la guerre qui est liée à la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, vous faites un tout petit peu de géopolitique, juste un Google Maps, tout simplement. Vous allez en apprendre plus sur le sujet, notamment quand on parle de guerre entre l'Europe entre l'Ukraine et la Russie, et l'OTAN d'un autre côté, ou au Moyen-Orient, et pas que entre Israël et les Palestiniens. Comprenez qu'il y a des enjeux purement économiques derrière, sans parler de ce qui risque de se passer en mer de Chine. Au final, la guerre est ici un excellent moyen de relancer une économie mondiale qui est faible et qui subit toujours les conséquences de la pandémie. Pause publicitaire. Vous êtes 85% à écouter ce podcast depuis la France, mais juste 9,4% à vous être abonnés. Donc soyez sympa, inscrivez-vous avec la petite cloche, les notifications, les machins, les trucs, parce que ce con d'algorithme adore ça. Deuxième révolution industrielle, la maîtrise de l'agriculture, notamment grâce à la gestion des canaux d'irrigation. À ce titre, moi je vous recommande d'étudier rapidement même l'histoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est la plus ancienne et la première des civilisations. Aujourd'hui, l'Iran, l'Irak. Et l'étude de l'histoire de la Mésopotamie est riche d'enseignements. On y a tous le même ancêtre, Abraham. Mais en maîtrisant l'irrigation, les peuples sont devenus moins dépendants des pluies. Ils ont maîtrisé leurs besoins alimentaires, ils ont évité les famines et ils ont pu se développer. Parce que maîtriser l'agriculture, c'est maîtriser sa source de protéines qui est contenue dans les céréales. Donc on évite la famine et puis les bébés et les enfants, ils peuvent grandir. Voilà. Le problème, dans ces cas-là, c'est que vos voisins, ils vous regardent d'un sale œil. Puis vous avez déjà compris la suite, la guerre. Parce que la guerre, elle permet aux gagnants de récupérer du territoire, d'avoir de la main-d'œuvre bon marché, des esclaves à l'époque. Et vous avez une idée du salaire de base en Ukraine ? Juste, moi j'y suis allé 19 fois. Une caissière de supermarché, ça gagne 150 € par mois. Voilà. Donc, ça permet aux gagnants de récupérer du territoire, d'avoir de la main-d'œuvre de bon marché, des terres cultivables, de se développer jusqu'au prochain round. Voilà, ça c'est la petite histoire. Troisième révolution industrielle, vers 1700, pardon. La machine à vapeur. La machine à vapeur a permis durant notamment les guerres de Napoléon de mécaniser la guerre. Parce que les machines à vapeur ont permis d'améliorer la logistique des troupes grâce au chemin de fer, mais aussi l'armement, avec la production d'armes plus efficaces comme les canons et les fusils à percussion. Puis surtout, l'efficacité des campagnes militaires que menait Napoléon. Et puis, fin du 19e, début du 20e, on a l'électricité, les usines. L'électricité, les nouvelles méthodes de production de masse. Et les usines qui vont changer profondément l'économie, qui va devenir du coup capitaliste.
Et ça a transformé des agriculteurs en ouvriers qui avaient un salaire à la fin du mois. Et du coup, les villes se sont développées puisqu'on avait besoin de moins d'agriculteurs. Et en fait, le monde que nous connaissons se base sur ça. Donc c'est machine à vapeur, en 4 mots, hein, machine à vapeur, électricité, usine, déplacement de population. Et le XXe siècle, lui, est traversé par 2 guerres mondiales, 2 bombes atomiques, une révolution islamique, l'État d'Israël qui vit en guerre permanente, et puis à l'aube du XXIe siècle, le 11 septembre. Dans le détail, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le détail, la Première Guerre mondiale, 14-18, au début du XXe siècle. On utilise l'électricité pour les communications, l'éclairage, la production industrielle, les radios pour la coordination des troupes et les opérations militaires. Et en fait, grâce à la technologie, on est maintenant sur une production d'armes en masse, dans des usines modernes, avec notamment des mitrailleuses et de l'artillerie lourde. Le résultat, c'est qu'on accélère les échanges d'informations, on a une bien meilleure logistique militaire, et surtout, on augmente la létalité des combats. Il y a beaucoup plus de morts, à tel point que la Première Guerre mondiale est appelée la der des der, la dernière des dernières. Alors, la Première Guerre mondiale, l'industrie militaire a fait d'énormes progrès. Mais au retour de la guerre, il y avait moins d'hommes. Il y avait beaucoup moins d'hommes, en fait, parce qu'ils étaient morts au combat. Et c'était beaucoup des femmes et des enfants. Mais les usines, elles devaient tourner. Et ce sont les femmes qui ont fait tourner les usines. C'est comme ça qu'elles sont entrées dans le monde du travail. L'émancipation de la femme, c'est pas une volonté intellectuelle. C'est la guerre qui a émancipé les femmes. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, surprise, encore une fois la guerre. La Seconde Guerre mondiale, ça a été un moteur majeur pour les avancées en informatique, en électronique et en matériaux synthétiques. C'est ce qu'on appelle la 4e, c'est ce que j'appelle en tout cas, la 4e révolution industrielle. Une révolution numérique dans des conflits modernes. Et ça a été la même chose au Vietnam. Par ailleurs, je tiens ça de mon beau-père, qui était pilote de chasse dans la marine française. Est-ce que vous saviez que le système GPS que vous utilisez avec Waze, enfin sur votre téléphone avec Waze, ou avec les différentes applications pour faire livrer des sushis, vous savez qu'il a été développé par l'armée américaine durant le conflit au Vietnam? Le GPS à la base, c'est pour aider les bateaux qui devaient accoster après avoir navigué dans les fleuves sillonnant la jungle, parce que en fait, sans le GPS, ils avaient que des cartes papier, et il y avait un sacré problème. Les bateaux s'échouaient le plus souvent sans que les soldats puissent débarquer, et ça laissait les soldats américains à la merci des Viet Cong, leur ennemi, qui eux étaient sur la berge, planqués, qui connaissaient le terrain. Et a priori, c'était vraiment pas beau à voir. Et puis, juste une petite anecdote, vous savez que le système GPS, il est tombé une seule fois, dans toute son histoire, une seule fois en panne. Allez, c'était en 2001, le 11 septembre. Toujours le XXe siècle, riche en révolution industrielle et en guerre. L'électronique, le silicium, ce sont les puces que vous utilisez dans vos ordinateurs, votre téléphone, tous les appareils électroniques qui nous entourent, dans vos montres évidemment, qui permettent l'accès aussi à Internet. Et pour ceux qui ne le savent pas, Internet, et là je parle du réseau, pas du web. Le web, c'est la partie visible. Le réseau, donc Internet, a été inventé par l'armée américaine. Il a été mis en place à la base sous une forme rudimentaire, il ne s'appelait pas Internet d'ailleurs, pour pouvoir communiquer en cas de guerre nucléaire. Là, on parle de guerre nucléaire entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. La période de... En fait, à la base, Internet, c'est une arme militaire. Et l'informatique est étroitement liée à la guerre froide. Puis, on continue, on avance, ça se développe. Les technologies numériques s'avancent, on a l'Internet des objets, les drones, l'intelligence artificielle, la robotique. Tout ça était déjà prêt. Les algorithmes aujourd'hui que vous utilisez dans l'intelligence artificielle, avec ChatGPT ou d'autres, ils ont plus de 50 ans. Ce qui a changé, par contre, c'est pas nouveau. Les algorithmes datent d'il y a 50 ans. En revanche, ce qui a changé, c'est la rapidité des processeurs et la disponibilité, c'est-à-dire le coût des espaces de stockage. Et d'ailleurs, je vais vous poser, posez-vous la question. Pourquoi, au moment de ce podcast, NVIDIA, qui fabrique des cartes électroniques qui sont les cartes utilisées dans le domaine utilisant l'AI, est devenue la 2e capitalisation boursière au monde? Pour résumer, la guerre, les conflits ont été présents tout au long du XXe siècle. Et la technologie y a joué un rôle majeur.
qui est perturbant, c'est que le monde ne s'est jamais développé aussi vite que durant cette période. 5e révolution industrielle. Et on est dedans et jusqu'au cou. 2 choses importantes. La dépendance des hommes aux technologies. Et je vous fais un petit challenge. Essayez de vous passer de votre téléphone pendant une semaine, même une journée. Vous savez quoi? Posez-vous aussi cette question. Combien de fois par jour consultez-vous votre écran? Donc, dépendance des hommes aux technologies. Et 2, la fusion des technologies numériques et biologiques qui vont mettre l'accent sur la personnalisation. Alors bien sûr, on a tous en tête l'exemple de Elon Musk avec sa puce qui veut implémenter dans le cerveau. Mais pensez donc aux applications médicales, l'éducation, l'écologie, le travail, les interactions homme-machine, et puis la guerre. Et à mon avis, la guerre sera le premier vecteur de développement des technologies. Et là, j'avoue, moi je me suis planté, et pas une fois, 2 fois, coup sur coup. J'ai été minable, mais c'est comme ça qu'on apprend. La première fois, c'est parce que, en fait, à chaque fois que je parle de ce sujet, c'est parce que j'annonce que le prochain conflit sera robotisé, qu'il y aura des robots sur le terrain qui vont remplacer les soldats. Et tout simplement pour la simple et bonne raison, en fait, que les armes sont prêtes, les logiciels sont prêts, mais qu'en fait, les armes doivent être testées sur le terrain. Parce que c'est toujours le terrain, c'est-à-dire les couches basses du management qui doivent renvoyer et qui renvoient la meilleure information. Et la deuxième bourde, c'est parce que j'annonce, à qui veut bien m'entendre, je l'annonce depuis 2017, en fait, qu'un conflit majeur va éclater dans le monde, que ça va bien se passer. Et puis on a eu, en 2019, on a eu la pandémie. Et la pandémie, je l'ai analysée comme une sorte de pause, un événement qui était imprévu, ou plus ou moins imprévu, on va dire. Et en économie, ça s'appelle un signe noir. Le signe noir, c'est un grain de sable en fait qui dérègle une mécanique qui est bien huilée, qui dérègle le système. Alors, on s'adapte, c'est le propre de l'homme, et les États se sont adaptés. D'abord en limitant les allées et venues des citoyens, les déplacements, les transports, mais aussi en imprimant beaucoup d'argent. Du coup, ça a provoqué une inflation. Et ce qui suit juste derrière, c'est une guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, suivie par une guerre au Proche et au Moyen-Orient, et avec une menace sérieuse en mer de Chine. Est-ce que vous vous rendez compte de l'enchaînement? Est-ce que vous voyez à quel point c'est lié? À votre avis, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Non mais sérieusement, comment est-ce que vous croyez que ça va s'arranger? On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait une révolution industrielle, il y avait un conflit majeur. La question aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a un conflit majeur, vous connaissez mon opinion, quelle forme aura-t-il? Ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs options. La première, qui paraissait de la fiction il y a quelques mois, est aujourd'hui d'actualité. Ça apparaît régulièrement dans la presse. Vous savez, c'est très simple, une frappe locale, une ville qui disparaît, une région qui est anéantie. C'est très simple. La seconde, pas besoin de tirer un coup de feu. Coupure d'Internet. Une coupure d'Internet signifie la paralysie de nos systèmes d'information et de toute notre économie. Aujourd'hui, Internet, c'est l'épine dorsale de notre économie. Tout en dépend. Puis après, on aura peut-être un accès limité, contrôlé. Quand je vous ai dit aussi un petit peu plus haut qu'on est très dépendant des technologies, je pensais à ça. Troisième option, une famine. Enfin, du moins une famine contrôlée, on va dire. On affame les populations, on les rationne. Ça va aussi très vite, on les soumet en douceur et puis on leur donne ce qu'il faut, mais pas plus. Puis la quatrième option, on monte les populations les unes contre les autres. On utilise les réseaux sociaux pour ça, on polarise la fragmentation et on fragmente la population. Puis la société, elle devient de plus en plus divisée en groupes, en sous-groupes distincts qui vont avoir des valeurs, des intérêts, des identités et puis évidemment un pouvoir d'achat différent. Donc c'est une polarisation politique, des disparités économiques, une séparation culturelle, un isolement social. Et puis ça amène à de la violence et à des conflits et à une instabilité sociale. Voilà, notamment avec des groupes marginalisés qui vont se sentir opprimés ou injustement traités. Et puis pour revenir au cœur de notre sujet,
au cœur de notre sujet. De toute façon, est-ce que la guerre est évitable ou la guerre est-elle inévitable? De toutes les façons. Pourquoi est-ce qu'on changerait nos habitudes? Ça fait des millénaires qu'on fait la guerre. Ça fait des millénaires qu'on fait la guerre et des millénaires que le monde se développe par le biais de la guerre, en utilisant des révolutions industrielles. La révolution industrielle, pour moi, c'est un signe. Ça fait des millénaires qu'on fait la guerre pour relancer l'économie, pour faire tourner la machine. Est-ce que vous pensez vraiment que l'homme apprend de son passé, qu'il connaît l'histoire? Non. La guerre, c'est le premier facteur de développement économique. La seule chose à faire, c'est de s'y préparer. Et vous savez quoi? Je me suis déjà planté 2 fois. Donc, je peux encore me planter une 3e fois. Comme on dit, jamais 203. Et cette fois, j'espère vraiment me planter. Bonne soirée à tous.